2011, à Durban, lors de la COP 17, ils ont remis les négociations sur le remplacement du protocole de Kyoto de nouveau en marche. C'est-à-dire qu'ils ont créé une plateforme, un groupe de travail précisément sur l'après-Kyoto. En créant ce groupe de travail qui s'appelait la plateforme de Durban, ils se sont donné 4 ans jusqu'en 2015 pour négocier l'après-protocole de Kyoto. C'est pour ça que la COP 21 en 2015 fut si importante. Nous y reviendrons. Ils ont pris beaucoup de précautions en définissant la mission de cette plateforme en disant « nous allons vers la négociation d'un accord qui peut prendre plusieurs formes, on verra si c'est très contraignant ou pas, etc. » Cette négociation, elle a commencé à Durban. L'Afrique du Sud, qui présidait les négociations à ce moment-là, avait donc un héritage à défendre. L'année d'après, à Doha, lors de la COP 18, il y a eu un problème. On était en 2012 et on n'avait pas de remplacement du protocole de Kyoto. Or, la première période pendant laquelle les pays devaient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, définie par le protocole de Kyoto, se terminait en 2012. Donc, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Sans nouvel accord, ils ont prolongé le protocole de Kyoto. À Doha, ils ont acté un amendement au protocole pour que les pays qui étaient contraints dans le cadre du protocole se réengagent sur des objectifs jusqu'en 2020. Et donc, certains pays se sont réengagés, notamment les pays de l'Union européenne. Cependant, d'autres pays, comme le Canada qui s'était retiré, les États-Unis qui n'avaient pas ratifié, la Russie qui était de plus en plus difficile avec qui négocier, et le Japon qui a subi en 2011 la catastrophe nucléaire de Fukushima et qui avait peur de s'engager trop rapidement donc dans la sortie d'énergie fossile, tous ces pays ne se sont pas engagés dans la deuxième période du protocole de Kyoto. Donc qu'est-ce qu'on avait? Un protocole de Kyoto qui était déjà limité, qui était maintenant encore plus affaibli, à partir de Doha, COP 18, en 2012. 2013, nous arrivons à Varsovie, en Pologne, un pays très marqué par la consommation d'énergie fossile, précisément du charbon. 80% de son électricité provient du charbon. Or, c'est un pays qui a souvent, dans l'histoire des négociations sur le climat, été hôte des négociations sur le climat, justement par une stratégie politique. Aussi une stratégie de se montrer comme volontariste. Cependant, nous arrivons à cette COP19 à Varsovie, avec un protocole de Kyoto qui était affaibli, avec toujours un petit peu ce dilemme de prisonnier entre la Chine et les États-Unis, un pays comme l'Inde aussi qui devient de plus en plus demandeur de croissance économique, des pays émergents comme le Brésil et l'Afrique du Sud qui ont besoin d'émerger économiquement, et des pays en voie de développement qui commencent à vraiment subir les conséquences du changement climatique. On crée à Varsovie un mécanisme sur les pertes et les dommages, le loss and damage. Qu'est-ce que c'est? C'était un mécanisme où on essayait de négocier qui va payer pour les dommages qui ont été induits déjà par le changement climatique et ses conséquences. Je vous ai dit qu'on a eu beaucoup de difficultés à avancer sur les négociations jusqu'à présent, que même la question financière de soutien aux pays en voie de développement était délicate à négocier. Imaginez négocier sur qui va payer pour des dommages qui ont été causés par le changement climatique, c'est très difficile d'avancer. Donc on a vu un nouveau mécanisme qui a été créé, qui a le mérite d'exister, mais ces négociations ne sont pas non plus très faciles. Qui va payer pourquoi? Là, on ouvre une boîte de Pandore. Qu'est-ce qui s'est passé entre Varsovie en 2013 et la COP suivante qui s'est déroulée au Pérou? Il y a eu une mobilisation politique. Les États-Unis et la Chine, sous le leadership de Barack Obama et de Xi Jinping, ont décidé de se retrouver sur la question du changement climatique. Ils se sont dit, là, il faut qu'on signe quelque chose, il faut qu'on montre un engagement ensemble pour rassurer et motiver le reste des pays sur le changement climatique. En automne 2014, Barack Obama et Xi Jinping s'engagent mutuellement et ensemble sur la lutte contre le changement climatique. C'est la première fois que les États-Unis et la Chine se tiennent la main dans un effort collectif sur le climat. Et les États-Unis s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre sur une certaine période. Et la Chine dit, nous, on va mettre un pic sur nos émissions d'ici 2030 ou avant si possible. Et c'est la première fois que les États-Unis et la Chine s'exposent et s'engagent sous l'œil de la communauté internationale en faveur de la lutte contre le changement climatique. L'Union européenne, quelques semaines plus tard, décide aussi d'envoyer un signal positif à la communauté internationale en signant son paquet énergie-climat qui consiste aussi à dire nous allons réduire nos émissions de gaz à effet de serre sur une certaine période. Et donc nous avons l'Union européenne, la Chine et les États-Unis qui s'engagent plus d'1 an avant la COP 21 en 2015 sur la lutte contre le changement climatique afin de rassurer et surtout de motiver le reste de la communauté internationale dans la lutte contre le changement climatique. Pourquoi?
Parce que quelques semaines auparavant, il y a aussi eu une publication de nouveau par le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, le GIEC, qui sort un rapport sur encore plus de certitude que le changement climatique est anthropique. Avec plus de 95% de certitude, les activités humaines contribuent au changement climatique. Là, c'est indéniable. Nous avons une science qui n'a jamais été aussi certaine de la corrélation et même d'un lien de causalité entre les activités humaines et le changement climatique que nous sommes en train de vivre. En amont de la COP20 à Lima au Pérou, le monde économique aussi s'engage pour la première fois. Le monde économique, de manière concertée, des centaines d'investisseurs et des centaines de grandes entreprises disent « Nous avons besoin d'un prix mondial sur le carbone ». Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de savoir que si on s'engage dans la transition énergétique, si on s'engage à investir dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique, nous devons être sûrs de notre retour sur investissement, d'une part, et nous avons aussi besoin d'être sûrs de ne pas subir une concurrence déloyale, d'autre part. C'est-à-dire que si nous, on fait l'effort d'investir dans des énergies propres, il faudrait que ce soit les mêmes règles pour tout le monde. Et ça nous donne de la visibilité de fixer un prix sur le carbone pour que nous puissions investir dans cette transition énergétique qui nous incombe. Donc les entreprises s'engagent. Les responsables politiques de l'Union européenne, de la Chine et des États-Unis s'engagent aussi. La communauté scientifique a envoyé un signal d'autant plus clair et les ONG sont toujours mobilisées. Nous avons aussi quelques personnalités telles que Leonardo DiCaprio qui s'engage auprès des Nations Unies, Al Gore qui continue de faire beaucoup de pédagogie sur la question climatique, des personnes comme Vandana Shiva, des jeunes qui se mobilisent sur la question climatique, toujours présents, qui renforcent tout l'emballement autour de l'amont de la COP21 qui va se dérouler. Qu'est-ce qu'ils font à Lima? Ils décident de créer un agenda pour ce qui s'appelle les contributions nationales à la lutte contre le changement climatique. Ces contributions correspondent à qu'est-ce que moi, en tant que pays, je peux faire pour lutter contre le changement climatique. Ça devient une obligation de soumettre cette contribution nationale. Cependant, le contenu de cette contribution n'est pas contraignante. À Lima, ils disent que chaque pays, avant la COP21, doit soumettre cette contribution. Comme ça, la communauté scientifique pourra en tirer les conclusions sur là où on va, tous ensemble, dans la lutte contre le changement climatique. Et donc, au cours de l'année 2014-2015, avant cette fameuse COP21, où on devait remplacer le protocole de Kyoto, à partir de 2020, les pays soumettent leur contribution nationale, leur NDC.